C'est l'heure du thé. Un peu passé, mais bon, voilà. Et c'est vrai que quand j'habitais aux Nouvelles-Hébrides, à 17h, c'était l'heure du thé. Il y avait le L'heure du thé, c'est Big ça. Ben, Big Ben qui sonnait à la radio internationale. Mon père savait qu'il fallait faire le thé. Bonjour Ah, Régine Keva. bonjour les naïgs. Alors, comme souvent, quand j'invite quelqu'un, c'est souvent un article que je vois ou un post. Et là, j'ai vu un post sur Régine Keva que je ne connaissais pas du tout. Et en lisant juste le post, je me dis, oh, mais c'est chouette ce qu'elle fait, il faut que je l'invite. Et alors, sans savoir qui était Régine Keva. Et là, je commence à creuser parce que je me dis, bon, ça y est, le rendez-vous est pris. Maintenant, il faut quand même que je m'intéresse un peu à la personne. Donc, je regarde, je dis, oh, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je vais lire quelques. Vous me direz si tout est encore d'actualité ou pas, mais en tout cas, j'ai lu Ouais, que vous êtes la fondatrice présidente de la consorterie des croqueuses d'algues. c'est J'adore ça. ce nom. Vous êtes également membre fondateur de l'association Food Algue. C'est ça. Auteur de livres pratiques, de fiction aussi et de santé gourmande. Alors vous êtes conférencière, animatrice d'ateliers de cuisine aux algues, de cosmétiques naturels. Est-ce que j'ai fait toute la liste ou il y en a encore? Non, non, globalement, c'est ça. Je suis à jour euh, sur le sujet. L'association des croqueuses, je l'ai fondée avec deux autres personnes. Catherine Lejoncourt, qui est chef, euh, qui possède un restaurant à Plestin-les-Grèves, et puis Monique Kubiak, qui nous a aussi rejoint pour fonder l'association des croqueuses. Voilà. C'est Mais magnifique sinon, comme nom. Comment vous vous êtes mise d'accord pour trouver ce nom? le nom m'est venu, moi, en écoutant une journaliste qui m'interrogeait sur les algues et qui me dit: Ah, de temps en temps, j'en croque. Et je me suis dit: Ah, Tiens, croquer, c'est un bon verbe, c'est un verbe rigolo. oui. Et on a créé une conserverie, en fait, c'est pas une confrérie, c'est une conserverie. Évidemment, quand on a démarré le projet, tout le monde a dit: Ouais, c'est une bonne idée, une conserverie. Évidemment, c'est mixte, mais il n'existe que des confréries. Et Hmm. quand on parle de confrérie, on ne se demande jamais si c'est mixte. Par contre, à chaque fois qu'on parle de la conserverie, tout le monde nous dit: Est-ce que c'est mixte? Ben, bien sûr, c'est juste le nom qui est au féminin. Non, Donc non, il n'y a que voilà. les femmes qui sont admises, les hommes n'y sont pas du tout. Ils n'ont pas le droit de croquer des algues. Non, mais bon, le nom fait réfléchir les gens, en fait, ça les fait réagir et c'est ça qui est bien. Hmm. Et l'objectif de cette consorterie, c'est de mettre en avant l'algue, c'est de la promouvoir en fait. C'est ça, notre but, c'est de promouvoir tout ce qui est à partir des algues bretonnes et de rassembler des passionnés de cuisine aux algues. Voilà. D'accord. Alors, Et c'est passionnant, hein. J'ai lu, j'ai vu un peu tout ce que vous faites. Alors, on va parler du roman si on peut, de tous les livres. On ne pourra pas parler de tous les livres que vous avez écrits, mais en tout cas, il y a dans ceux que vous avez écrits des livres parascolaires, des livres pour les parents, de la vulgarisation scientifique. On parle aussi un peu d'écologie, de produits naturels. Et puis, le tout dernier qui est sorti sur le zéro déchet. Mais moi, juste avant, j'ai envie de découvrir la Régine. Régine qui naît où, qui grandit où, dans quel waouh. milieu? Bon, quel programme. Moi, je suis une enfant d'ouvrier. Je suis au milieu d'une famille de 5 enfants. Un quartier très très ouvrier qui est, je pense, classé en ZEP depuis. Donc, j'aime bien dire que je viens d'un milieu modeste parce que c'est un mot que j'aime bien, hein. Je reprends ce mot-là et ce terme-là dans le zéro déchet, puisque le zéro déchet, c'est quand même, c'est rester modeste en toute chose. Et j'aime bien le verbe. Hmm. Alors après, enfin le mot. Après, ben, comme tous les enfants d'ouvriers, j'ai vécu une enfance parfois pas facile, on va dire ça comme ça, pour rester simple. Ça m'a donné beaucoup de ressorts et d'envie d'abord d'aller à l'école. C'est-à-dire, j'ai eu conscience très tôt que si je voulais faire quelque chose de ma vie et être autonome, c'est un mot qui me plaît beaucoup, ça passerait par l'école.
Donc, j'ai réussi à faire abstraction des enseignants, qui ne sont pas toujours les meilleurs serviteurs de l'école, malheureusement. J'en sais quelque chose si j'étais enseignante. Et j'ai fait abstraction de l'école pour me concentrer sur le savoir, parce que le savoir, c'est merveilleux. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pu continuer des études. Ce qui n'était pas évident, parce qu'en fait, l'école n'est pas du tout un ascenseur social, ce n'est pas vrai du tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le prix Goncourt d'il y a quelques années, Leurs enfants après eux. Il décrit très bien notre vie quand on a été enfant et ado dans des quartiers ouvriers. Voilà. Et alors justement, quand vous dites c'était difficile parce que difficile de joindre les deux bouts, pas toujours à manger sur la table, des choses comme ça, ou difficile Oui. parce que éducation rigide, qu'est-ce qui était Non, difficile? non, pas éducation rigide, oui, évidemment, un milieu défavorisé, comme on dit, avec peu d'argent, c'est évident. 5 enfants, un père ouvrier qui a en plus s'est arrêté de travailler pour des raisons de santé. Donc oui, il y a des expressions pour dire on tire le diable par la queue, etc. Donc éteindre la lumière, économiser l'eau, pas jeter d'aliments, on sait ce que c'est, je veux dire, on l'a tous fait. Donc voilà, c'était plutôt de ce côté-là, effectivement. Enfin, matériellement, faire avec les moyens du bord, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est selon j'aime bien la philosophie tibétaine et bouddhiste qui nous dit qu'on choisit notre milieu de vie, on choisit la famille où on arrive. Donc, on ne se plaint pas et on dit « Ok, j'avais cette expérience à vivre, voilà, je l'ai vécue ». Ça, c'est merveilleux, c'est une approche extraordinaire. Ça donne tellement d'espace à nos vies de savoir ça. C'est-à-dire que ça évite d'être victime, de se victimiser. Ça évite de pleurer sur soi. En tout cas, par rapport à l'enfance, j'entends bien. Ça évite de se flageller, ça évite plein de choses. Et on se dit, bon ben voilà, j'avais besoin de vivre cette expérience. Je me souviens, quand j'étais gamine, je me souviens d'une fois où je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je vis tout ça, mais je le vis pour quelque chose. Voilà. Waouh, vous étiez déjà donc, bien éveillée là. Ouais, voilà. Bon, et alors, qu'est-ce qui vous amène un jour à l'écriture? Parce que bon, là, on fait un grand écart entre l'enfance, etc. Mais là, l'écriture vient beaucoup plus tard. Je ne sais pas si on fait un si grand écart de ça. Je me souviens d'une fois où j'étais en colo et il fallait écrire un journal de colo. Moi, ça m'avait beaucoup plu, l'idée d'un journal. J'étais gamine, je devais avoir 8-10 ans. Et je voulais absolument faire partie de l'expérience, écrire le journal de la colo. Et j'ai trouvé le titre qui était « Il était une colo ». Voilà. Donc, mon premier souvenir d'écriture, c'est ça, je crois. C'est à quel âge ça? C'est 12-13 ans? Ah non, c'était même avant. Plus avant? Moi, je pense que j'avais 8-10 ans. Ouais, je devais être en CE2, CM1 peut-être. Et ça, c'est resté gravé dans ma mémoire. En fait, ça m'a montré que j'avais vraiment envie ou besoin d'écrire. Je pense que l'écriture était un besoin chez des gens. Moi, j'ai besoin d'écrire. J'allais dire, je pourrais écrire n'importe quoi. Je veux dire, j'ai appris récemment le mot polygraphe. Voilà, quand on écrit un peu de tout. Voilà, on est polygraphe. Ah, polygraphe, d'accord. Ben, je l'apprends aussi, moi. C'est-à-dire que je peux écrire des recettes de cuisine, un livre scientifique ou un livre pratique, roman, je m'y suis mise et je m'y remettrai. D'autres choses, c'est presque écrire à la manière de, j'aime bien. C'est toute la... vous savez, il existait des livres, La petite fabrique de littérature, c'est merveilleux ça. Ou bien tout le travail autour de l'Oulipo, qui est un groupe de travail autour de différentes façons d'écrire. C'est un régal, ça, rien que ça, j'y vais tout de suite, quoi. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, sur votre site, on voit que transmettre la connaissance, c'est vraiment un volet très important. C'est ça, c'est ma colonne vertébrale en fait, parce que effectivement, j'ai commencé moi par l'éducation populaire, qui est un mot que j'aime bien et qui revient à la mode. Merci.
J'ai vu là dans les infos récentes, on appelle ça des colos apprenantes. Non, ça s'appelle des loisirs éducatifs, ça a toujours existé. Donc, on reprend les mots, s'il vous plaît. Loisirs éducatifs, c'est très beau. Et on faisait ça dans les années 75, 80, 85. Il y a eu des très belles années de loisirs éducatifs avec des très belles associations. Donc, voilà, on ne réinvente pas le monde. Hein. On revient juste à des valeurs fondamentales qui sont des valeurs humanistes. Donc, l'éducation, l'enseignement, transmettre la connaissance. Ensuite, je suis devenue hostite. Et puis, écrire, c'est transmettre une connaissance. Oui. Si le livre que j'écris n'apprend rien à la personne en face de moi, alors j'ai loupé quelque chose. Ou alors, je fais dans l'humour et je les fais rire, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais dans ce cas-là, je lui apprends un petit moment de bonheur et de plaisir. Donc, voilà, ça marche aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a dans tous les livres que vous avez écrits, un qui vous est particulièrement cher ou un qui vous émeut encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un livre particulier comme ça dans tous ceux… Alors, je vais répondre un petit peu à côté. C'est-à-dire qu'il ne m'est pas cher, mais c'est un livre qui a été déclencheur. C'est un petit livre, je ne sais pas s'il est encore en vente, je ne suis pas sûre. Il s'appelle « L'écologie est un jeu ». Ce livre-là, en fait, il a fait suite à un premier livre qui s'appelait « La science est un jeu » chez Librio. Et donc, l'éditeur m'a commandé « L'écologie est un jeu ». Alors, moi qui adore, alors on ne savait pas si on ferait « La nature est un jeu » ou « L'écologie ». Et bon, on a réfléchi un peu, on s'est dit, bon, l'écologie, comme ça, on va être sur tous les pans de la nature. Alors, je m'y suis collée. Et là, ça a été épouvantable. Épouvantable parce que tous les jours, je découvrais un scandale. Tous les jours, j'ai découvert une horreur. Tous les jours, je me rendais compte qu'en fait, préserver la terre, préserver la nature, préserver les gens, eh bien, oui, c'est anticapitaliste. Oui, c'est évident. J'en étais pas convaincue avant, mais là, j'en suis archi convaincue. Le chlordécone, voilà. J'ai découvert ça. J'ai découvert les perturbateurs endocriniens. Ça date d'il y a 15 ans à peu près, 15-20 ans. Oui, c'était un vrai travail de recherche, quoi. Oui, parce que même si vous regardez ce livre, il y a des petites explications pour écrire parfois 5 lignes. Je peux mettre 2 jours parce que je vais faire un travail documentaire très poussé. Je vais vérifier mes sources. Donc, en plus, avec Internet, il faut vérifier absolument ses sources. Donc, je fais des sources croisées. Je cherche ailleurs que sur Google. Il y a d'autres moteurs de recherche spécialisés. Et puis, il y a des techniques de recherche qui permettent de vérifier et d'être sûr de soi à 95%. Et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, pour expliquer ça, pour démocratiser le savoir, pour le rendre accessible à tous, il faut une technique d'écriture, surtout pour tout ce qui est écologique et scientifique. Quand on présente un concept, quand on présente la transformation de l'eau en gaz ou la transformation de la fleur au fruit, eh bien, on va devoir utiliser des images et ça fait appel à la philosophie pratiquement de la science, c'est-à-dire comment on comprend une notion complexe. Et on va la comprendre avec des étapes. Et pour décrire ces étapes, eh bien, quand on les écrit, il y a des façons de les décrire pour que ce soit pédagogique. Oui, pour que ça donne envie d'en savoir plus et que ce soit simple, parce que effectivement, surtout qu'on comprenne. Il y a des articles que je lis parfois, je dois les relire 3 fois, je ne comprends rien. Parce qu'au lieu de commencer par l'étape 1, on commence par l'étape finale et puis on revient en arrière et on dit alors au début il y a eu ça. Ben non, moi je ne comprends pas. Donc pour moi, c'est le même métier que quand j'étais instite, sauf que c'est une voie différente pour y arriver. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'écologie, vous dites prôner l'écologie, ça ne suffit pas. Pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Alors, le roman que vous avez écrit qui va complètement dans ce sens, parce que c'est le thème principal, c'est mieux se connaître pour connaître les autres. Et justement, l'un a été écrit avant l'autre ou l'un a inspiré l'autre? Ah ben, Les 12 vies d'Anna, c'est le roman de chez Flammarion, hein, c'est ça? Le roman paru chez Flammarion. Voilà, il est sorti l'an dernier seulement, alors que tous les autres livres dont je parle sont parus bien avant. Bien avant. C'est vraiment un de mes derniers ouvrages et c'est le premier roman que j'ai édité. Voilà. D'accord.
Donc, cette notion spirituelle et philosophique est quand même importante dans tous vos messages de vulgarisation, que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau de l'écologie ou au niveau… Bien sûr, parce qu'au milieu de tout ça, c'est la nature. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Nous sommes une parcelle de la vie, c'est tout. Nous sommes une parcelle du cosmos. On n'est même pas des poussières d'étoiles, parce que c'est même trop prétentieux. J'aime beaucoup Hubert Reeves et le travail qu'il fait. Mais on est presque des poussières de poussière. Il faut qu'on arrête de penser qu'on est important. On est des locataires ici. On est des locataires d'une partie du cosmos. Et on doit le respecter comme on doit respecter l'univers entier, le cosmos tout entier. Nous ne sommes rien d'autre que des parties de cet univers. Et tout ce qu'on fait a une répercussion sur l'univers. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il faut faire attention aux personnes qu'on risque de blesser en parlant. C'est pour ça que le silence est d'or. Parfois, il faut mieux se taire. Oui, plutôt que dire des bêtises. Quitter la table, comme je dis. En effet, il y a des moments où il vaut mieux quitter la table. Si on n'est pas d'accord, eh bien, bon, parfois, c'est mieux de partir plutôt que d'être entraîné dans des propos qui deviendraient désagréables pour tous. Et tout ça a un impact. Les produits qu'on utilise ont un impact, les gestes qu'on fait ont un impact. Alors évidemment, on peut se dire, ouais, mais alors je ne peux rien faire de léger, gratuit, si. On peut faire du léger, mais j'allais dire en calculant son impact. Oui, moi j'aime bien la phrase, il faut réfléchir, faut faire tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler. Parce que même les paroles ont des impacts importants. Donc oui, il faut faire attention. Vous connaissez l'exercice des 3 passoires alors? Ça vous parle? En fait, dans les 3, c'est un sage qui disait ça, à qui son disciple lui dit « Oh, j'ai une histoire à te raconter, il faut absolument que je te la raconte. » Donc, le sage lui dit « Alors, on va voir si c'est… » Donc, d'abord, est-ce que ce que tu as à me dire est gentil? Ben non, pas forcément. Bon, et alors, ok, c'est pas gentil. Est-ce que ce que tu vas me dire est vérifié? Est-ce que tu l'as vérifié? Ben non. Bon, et la troisième passoire, c'est est-ce que c'est utile? Ben non. Bon, alors tu veux me raconter une histoire qui n'est pas gentille, qui dit pas des choses gentilles, qui n'est pas utile et que tu n'as pas vérifié. Bon, je préfère que tu me la racontes pas, en fait. Alors voilà pourquoi il faut éteindre la télé. C'est ça. Mais moi, j'ai parlé de vous hier à une amie. J'ai dit, est-ce que tu connais une dame qui s'appelle Régine Keva? Et elle me regarde, elle me fait, elle me dit, c'est une experte en algues. Elle me dit, je crois que c'est l'experte la plus reconnue en algues. J'ai fait, ah bon? J'ai dit, ah bon? Mais j'ai dit, moi, ça m'a mis un coup de pression sur le moment. Je me suis dit, waouh, j'ai intérêt d'être super intéressée. Bon, j'avoue que les algues, je ne les connaissais pas avant 2 ans parce que je pensais que je les aimais pas, moi, les algues. Et je les ai découvertes dans un atelier, une sorte d'atelier que vous faites, mais c'était pas avec vous, c'était ici, là, dans le Finistère. Et j'ai découvert l'algue. Et ce jour-là, on est allé à la pêche aux algues. Et ensuite, on a eu un atelier cuisine où on a découvert. On a fait une quinzaine de recettes. J'ai jamais mangé autant d'algues de ma vie que ce jour-là. Et surtout, ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai aimé, enfin, j'ai mangé tout, alors que je pensais ne pas aimer les algues. Et vous, dans tous les ateliers ou dans toutes les découvertes de l'algue que vous faites, est-ce qu'il y a beaucoup de gens aussi comme ça qui pensent ne pas aimer les algues et qui là font une vraie découverte? Oui, bien sûr, l'algue souffre d'un vrai défaut d'image, en partie aussi avec les algues vertes, bien entendu. Donc, il y a des gens qui disent « pouah, les algues ». Je me souviens être allée chez des amis avec un petit tartare d'algues pour l'apéritif. Et puis, les amis en question me disent « moi, de toute façon, des algues, je ne mangerai jamais ». Alors, ils prennent le toast, ils le mangent, ils disent « oh, c'est bon, tu viens de manger des algues ». Voilà. C'était assez rigolo parce que
parce que là, il y a pas besoin de discours en fait, hein. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas des algues, on les goûte. C'est-à-dire Oui. qu'en parler, ça ne sert pas à grand-chose. Là, on le fait évidemment entre nous, Mm. mais quand on goûte les algues, quand je fais des conférences ou des démonstrations, je fais systématiquement goûter, même si je dois convaincre un décideur, si je dois aller à une réunion, ça m'est arrivé d'aller voir l'administration, etc. Je viens avec des petits Des petits biscuits, pots, des quoi, petites oui. aux algues, parce que ça permet tout de suite de démystifier, de dire vous avez aimé, eh bien il y avait des algues dedans. Voilà. Donc oui, beaucoup de gens qui viennent aussi aux sorties algues ont une image un peu négative. Bon, s'ils viennent, c'est qu'ils sont prêts à changer. Oui. Déjà, c'est bien. Oui. La moitié du chemin est fait, donc la moitié du chemin les mène en haut de l'estran, et moi, je les amène en bas de l'estran. On fait l'autre moitié ensemble, et ça leur permet de découvrir, de goûter. Alors, ça vous est certainement arrivé, mais moi, j'aime bien faire goûter les algues pures sur l'estran, c'est-à-dire on va goûter du C'est fucus, ça. Oui. on va goûter… et là, c'est une révélation. Les gens se disent, quoi, du fucus? Ça, mais j'ai joué avec, ça fait 50 ans. Enfin, quand j'étais gamine, je jouais avec. Je ne savais pas qu'on pouvait les manger. Oui. Et là, ça, c'est une révélation. C'est-à-dire que c'est une balade initiatique. Initiatique dans le sens où, quand on revient de la sortie algue, on n'est plus exactement la même personne. On voit les choses autrement. Tout à Voilà. fait. Ouais. Et mon fils vit dans le Finistère Nord et il y a beaucoup d'algues aussi. Et un jour, on est allé se promener avec mon petit-fils et je voyais des algues et je lui dis tiens, goûte. Et il me regarde, il me fait ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit goûte. Et goûte, il dit en fait, il a rien dit. Bon, il m'a pas dit oui, c'est délicieux, etc. Mais il me dit ah, mais en fait, il dit ça n'a pas tellement de goût. Enfin, c'était salé. Ça avait le goût de la mer, mais voilà, c'était les. Je sais jamais le nom, mais ça ressemble à des cheveux tout verts, là, comme ça. Ouais. Et donc, il y en avait une autre qui était un peu plus marron. Enfin, voilà. Donc, je lui ai fait goûter et il était très surpris parce qu'effectivement, dans sa tête, les algues, c'était beaucoup plus fort en goût. Et là, ça avait beaucoup plus goût du sel, de la mer, quoi. Et c'est intéressant, en fait, de voir le regard qu'ont les gens sur les algues. Moi, la première, hein, je suis vraiment ravie d'avoir fait ce stage et d'avoir une experte en algues avec moi. Alors, on en profite, Lénaïque, on en profite pour dire à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent qu'on peut goûter toutes les algues sur l'estran, pourvu que, premièrement, le lieu de cueillette soit un lieu propre d'un point de vue sanitaire, et deuxièmement, que l'algue soit accrochée au rocher. Oui, absolument. On ne goûte pas des algues dérivantes, puisque les algues fixent les métaux lourds. Et puis, il y a une réglementation qu'il faut respecter. Enfin, si c'est pour goûter, ça va, mais si c'est pour cueillir, on doit respecter une réglementation qui existe depuis quelques années maintenant. Voilà. Ça, c'est mon petit côté pédago. Mais ça, c'est bien parce que justement, j'allais vous lancer là-dessus en disant justement comment est-ce qu'on fait pour les algues et est-ce que c'est vrai que toutes les algues en Bretagne sont comestibles? Alors, il n'existe pas de macro-algues, c'est-à-dire d'algues visibles à l'œil nu, qui soient toxiques. La toxicité de l'algue sur l'homme n'a jamais été établie. Donc, on peut goûter toutes les algues, à condition d'en prendre très peu, de les goûter doucement, puisque notre corps n'est pas habitué. Je prends toujours l'image de la forêt amazonienne. Imaginez qu'on soit dans la forêt amazonienne et qu'un guide nous dise « vous pouvez goûter cette plante, goûtez-la ». On ne sait pas comment notre corps va réagir. Donc, on y va mollo, sauf là, on peut vraiment tout goûter sur l'estran. On y va doucement, ça peut aussi un peu perturber les intestins quand même, il faut le dire. Hein. Et puis, il y a des goûts qui peuvent nous choquer, nous gêner, nous déranger. Et surtout, il faut évidemment, bien entendu, ne pas être allergique à l'iode. Voilà. Parce que les algues sont très riches en iode, particulièrement les laminaires. Donc, on y va. D'ailleurs, si on est allergique à l'iode, on ne goûte pas du tout les algues. Hein, on oublie. Oui, voilà. Oui, bah, de toute façon, les gens qui sont allergiques le savent. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc ça, c'est le volet algues. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose d'autre sur les algues? Non, c'est merveilleux les algues, c'est vraiment merveilleux. Si ce que j'ai envie de dire en ce moment, et c'est important de le dire, en temps de virus, de coronavirus ou d'autres virus ou de maladies, les algues contiennent du chlorure de magnésium.
le chlorure de magnésium renforce les défenses immunitaires, donc il faut en manger, soit du chlorure de magnésium sous forme de nigari, des paillettes qu'on va trouver dans une biocoop ou dans un magasin de produits naturels, soit on se fait un bon tartare d'algues, on en mange une tartine tous les jours et hop, on tombe pas malade ou beaucoup moins. Voilà, c'est très important de dire. Ça participe à notre immunité? C'est ça complètement, ça renforce le système immunitaire. Ouais. Ça protège les cellules en fait. C'est-à-dire que le virus rentre dans les cellules et il va les attaquer. Donc, pour l'empêcher de rentrer, le magnésium joue ce rôle-là. C'est un rôle de défense. Et dans les différents sels de magnésium, celui qui est le plus bioassimilable et qu'on va le mieux capter, c'est le chlorure de magnésium qui se trouve dans l'eau de mer. Et il est dans les algues. Et dans les algues, on va avoir, en plus du chlorure de magnésium, des protéines, du fer, du calcium, etc. etc. Voilà. De toute façon, pour les gens qui veulent en savoir plus, c'est vrai que je les redirigerai sur votre livre, ou vos livres, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, le dernier en date, les gens qui l'achètent en sont très contents. Et ils me disent, je peux peut-être le montrer, sauf si vous le montrez après. Oui, on peut là. Alors, voilà. C'est la rousse. Donc, alors, sur les algues, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là. Ah non, ça, c'est pas celui-là. Pardon. On va enlever celui-là. C'est les algues, je l'ai quelque part. Mes recettes naturelles. Le super pouvoir des algues, c'est celui-là? C'est ça, le super pouvoir des algues, c'est ça. Ouais. Donc, celui-ci, vraiment, pour débuter, c'est exactement ce qu'il faut. Il y a quelques recettes de cuisine, mais il y a surtout toutes les explications pour les cueillir, les goûter, les acheter. Il y a tout, il y a absolument tout. Voilà. Et il y en a un autre qui s'appelle le guide des algues aussi. Le guide des algues de l'Estran, oui, je ne l'ai pas mis. Alors, il y a celui-là, savez-vous goûter les algues? Mais il y a le guide… Il y a algues gourmandes. Oui, il y a algues gourmandes, celui-là. Voilà. Il y a un très beau livre de cuisine. Voilà, vous l'avez en bas. Oui. Voilà. Et puis, il y a un petit guide que je vends par Internet qui s'appelle le guide des algues de l'Estran. Alors là, pour nos amis bretons, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-ci qu'il faut acheter. Il est en forme d'éventail. Si vous ne l'avez pas, je vous enverrai la capture de… Je l'ai. Vous le voyez là ou pas? Non, sur le partage? Là, je ne le vois pas. Ah, vous ne le voyez pas. Mais je ne vois pas toute la fenêtre en fait. Alors, attendez, je vais recommencer le partage parce que là, je l'avais… il est ici. Il est peut-être un peu plus haut. Voilà, il faut remonter. La beauté guide, voilà, il est là. Oui, c'est ça, le guide des algues de l'Estran. Voilà, la nouvelle édition. Oui. Eh ben, oui, et puis en plus, il est pratique, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans la poche et aller directement sur l'estran. Enfin, ce qu'on appelle l'estran, c'est l'espace de la mer qui repart, qui est de basse marée, quoi. C'est ça, c'est l'espace qui se dégage pendant les marées. C'est ça. Et c'est un mot que j'aime bien utiliser parce que c'est un mot, un terme utilisé pour les gens qui travaillent. C'est-à-dire que la plage est un terme qui convient pour le loisir, pour le tourisme. Mais l'estran, c'est le lieu dévolu aux gens qui vont travailler dans la mer, pour la mer, et toutes ces activités-là. Donc, c'est une façon de respecter aussi tous les gens qui travaillent. Et c'est une bonne transition pour parler de… comment ça s'appelle? Vous parliez du magnésium. Vous avez fait également un guide. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Vous avez fait un guide, non? Oui, j'en ai fait plusieurs en fait. il y a un livre qui s'appelle « Les bienfaits du magnésium ». Et un autre livre chez Grancher qui s'appelle « Algues, magnésium et santé » qui est très complet, très complet. Mais je ne sais pas s'ils sont encore en vente en fait, mais je vais en préparer d'autres. Il faut juste attendre. C'est ça, mais en fait, c'est vraiment chouette. C'est vrai que j'essaye de tout… j'ai perdu mon dossier, mais je crois que c'est ça. J'essaie alors ça aussi, ça m'a interpellée. Vous voyez là le livre « Guide du ciel ».
c'est marrant parce que ça me fait penser beaucoup à moi. Les gens me disent des fois, mais tu fais des interviews sur quoi? J'ai dit, bah, en fait, sur tout ce qui m'intéresse. Donc, ça peut partir sur le développement personnel, ça peut partir sur l'entreprise, ça peut partir sur l'éducation. Et en fait, en lisant tous vos livres, je me dis, mais en fait, cette dame, elle est comme moi. Il y a plein de choses qui l'intéressent. Donc, par exemple, le guide du ciel, c'est les secrets, je vais le mettre un peu plus gros si je peux, les secrets de la Voie lactée. Ça, c'est pour vulgariser la science, les étoiles. Oui, c'est un guide grand public pour découvrir l'astronomie. Là, on est vraiment dans de l'astronomie, pas dans de l'astrologie comme dans les 12 Vidanas. Parce que moi, en fait, j'ai commencé ma découverte du ciel par l'astronomie il y a fort longtemps. Et ça m'a absolument passionnée, ça me passionne toujours. Et l'éditeur m'a donc commandé ce livre, puisque ce qui est difficile en fait dans la science, c'est la vulgarisation. Ah oui, Parce que les scientifiques ouais. connaissent très bien leur travail, mais ils ont du mal parfois à s'adresser au grand public et à rendre accessible à tous leurs concepts, leurs idées, leurs trouvailles, leurs recherches. Et puis souvent aussi parce qu'ils ont l'habitude de parler à des étudiants qui sont déjà un peu plus spécialisés que le grand public. C'est vrai que c'est difficile de comprendre quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler au grand public. Hein. Donc là, effectivement, c'est un guide notion par notion, un peu sous forme pratiquement d'abécédaire aussi. Et qui permet de comprendre toutes les notions, que ce soit la matière noire, que ce soit les galaxies, les trous noirs, ou bien la vitesse de la lumière, tout ce qui est un peu complexe en astronomie. Eh bien, j'essaie, et en tout cas, je fais tout pour le rendre accessible à tous. Et alors, vous êtes parmi toutes vos casquettes, vous êtes aussi, alors j'avais noté, c'est vous êtes chargé de cours à l'UCO de Guingamp. C'est ça. C'est ça. Et donc là, par contre, vous communiquez aux étudiants uniquement votre passion des algues ou autre chose? Oui, la passion et le savoir, bien entendu. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai 2 cours à l'UCO de Guingamp, un cours sur algues et alimentation et un cours sur algues et industrie. Dans le premier cours, on va sur l'estran, on cueille, on rentre, on cuisine, et puis ils et elles apprennent les bienfaits des algues sur la santé, etc., l'histoire. Donc, j'ai un cours sur le sujet. Et ensuite, ils ont un travail à rendre qui peut être sympa parce que ça peut être sous forme de recette, le travail à rendre. Et on va évaluer sous forme de co-évaluation ou d'auto-évaluation, puisque je pratique une pédagogie active et qui implique l'apprenant. Et le deuxième cours, c'est un cours sur algues et industrie, le but étant de montrer et d'aller visiter les entreprises bretonnes, quelques entreprises bretonnes qui travaillent autour des algues, et surtout de voir que c'est un lieu de travail intéressant pour eux, qui sont jeunes, qui ont plein d'idées, plein d'envies. Donc oui, ça leur donne vraiment envie de travailler dans ce domaine-là après, ou d'inventer des produits, ou d'inventer des choses. L'algue, on peut en faire des biomatériaux, on peut en faire des vaccins pour les plantes, des produits pour les animaux. Enfin, il y a plein de choses à faire avec les algues. Donc, je leur ouvre le champ des possibles en disant, voilà, il y a un océan devant vous. Ça fait partie des métiers d'avenir. Vous êtes jeune, allez-y. Voilà. Et en plus, c'est vertueux pour la planète et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a assez d'entreprises qui utilisent l'algue en Bretagne? Assez, la question est, c'est difficile de répondre à cette question-là. Il n'y en a pas énormément, mais d'abord, la vraie question, mais là, c'est une question qui me dépasse et pour laquelle je ne suis pas plus qualifiée que ça pour répondre. La vraie question, c'est l'accès à la biomasse, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a assez d'algues pour tout le monde ? Ce n'est pas une histoire de métier. Si demain, tout le monde se met à manger des algues bretonnes, les producteurs d'algues n'arriveront pas à suivre. Il faudra développer l'algoculture, la culture en pleine mer. Mais là, pour l'instant, même actuellement, il me semble que les transformateurs et les vendeurs d'algues n'arrivent pas à suivre. Donc, il faut y aller très progressivement.
Et c'est un sujet épineux, je préfère qu'on parle d'autre chose. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de le savoir parce que quand moi j'avais fait mon stage algues, la dame qui nous faisait le stage nous avait dit déjà, effectivement, on ne ramasse que ce que l'on va manger, on ne fait pas Oui. du stock, hein, et Oui. on en laisse pour les autres. C'est-à-dire que si on voit un bouquet dites-moi un nom d'algues parce que je ne les connais pas toutes, mais adultes par exemple, eh ben, on ne prend pas tout le bouquet, on en prend un tout petit peu. Si on voit qu'il y en a très peu, on laisse pour les autres. Et ça, c'est vraiment une notion très, très importante pour ceux qui décident d'aller à la pêche aux algues. Est-ce qu'on peut dire ça, à la pêche aux algues? Oui, oui, à la cueillette. oui, cueillette. Oui. À la cueillette, oui. Alors ça, ce sont les bonnes pratiques, mais comme les bonnes pratiques des champignons. On ne cueille pas les petits champignons, on ne va pas dévaster, on ne retourne pas la terre. Donc, en fait, c'est une pratique de citoyen consommateur respectueux de la nature. Hein. Par contre, on ne risque pas de dévaster ni de piller l'estran, parce que surtout si on cueille du fucus. En plus, les algues repoussent. Et puis, c'est vrai que quand on amène des gens sur l'estran, ce qui est mon cas, ce qui est le cas à peu près de tout le monde, toutes les personnes qui amènent d'autres sur l'estran, on va leur apprendre les bonnes pratiques. C'est ça. On va leur apprendre à respecter le milieu. Voilà. Oui. À ne pas arracher l'algue, par exemple, de son rocher. On prend une paire de ciseaux. Voilà, c'est ça. Bon, bah, j'avais une bonne professeure, alors je suis contente. Donc ça, c'est pour le volet algues. De quoi on pourrait parler? Est-ce qu'on parle de votre dernier livre? Avec plaisir. Voilà, en route vers le zéro déchet. Donc là, c'est une suite logique, j'ai envie de dire, parce qu'après, les bienfaits du magnésium, les bienfaits de l'argile, du bicarbonate. D'ailleurs, j'adorerais pouvoir faire des petites émissions comme ça avec vous, mais ça, c'est un autre sujet. Là, on va parler donc de votre dernier livre. Il est sorti, il est tout chaud, hein, il vient de sortir il y a quelques jours. Voilà. Il date du 10 juin. En route vers le zéro déchet. En route vers le zéro déchet, en fait, c'est vraiment un livre, effectivement, qui, comme vous l'avez très bien dit, qui complète les deux autres, c'est-à-dire fabriquer sa lessive, son dentifrice, etc., fabriquer ses produits de beauté santé, ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est le zéro déchet. Mais le zéro déchet, ça passe par fabriquer ces choses, ça passe par ne pas jeter, recycler, réparer, récupérer, acheter moins, acheter mieux, etc. C'est somme toute avoir le sens de l'économie, avoir le sens de la modestie en toute chose, et puis découvrir de nouvelles recettes. Par exemple, avec des petites pastilles de café, vous savez, les pastilles en papier, bien entendu, et on peut les transformer en allume-feu. On peut faire des recettes alimentaires. Bon, tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent le zéro gaspillage en cuisine, donc on est aussi dans le zéro gaspille. Mais il y a plein d'autres trucs à trouver. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ici en écrivant ce livre. Hein. Je crois d'ailleurs, je dois avoir Je pense que vous avez la couverture. Hein. Ouais, je pense que je dois la voir. Alors là, on est sur les bienfaits. Qu'est-ce que j'ai? Non, ça c'est les algues. Je vais le trouver. Hein. Ah, le voilà. Voilà. Vers le zéro déchet. Ouais, c'est ça. En route vers le zéro déchet. Donc, dans la salle de bain, en cuisine, avec les enfants, au bureau. Oui, parce que c'est des choses qui paraissent tellement évidentes. Des fois, on se dit, est-ce qu'on a besoin d'un livre pour ça? Mais en fait, oui, parce que on n'a pas idée de choses qu'on jette parfois et qui pourraient être réutilisées de diverses manières. Comme pour le truc du café, j'avais même pas pensé. Par exemple, qu'on pouvait l'utiliser. Là, ça va être le moment des barbecues puisque c'est l'été, donc on peut l'utiliser comme allume-feu. Ça, c'est une belle idée. Oui. En fait, la méthode de travail est toujours la même. Je commence par beaucoup de documentation. Donc, je découvre le pouvoir de combustion du café que je ne connaissais pas. Je découvre beaucoup de choses, donc j'en tire des recettes. Donc, il y a beaucoup de recettes inventées. Et puis, je teste tout, j'essaye tout. Donc, il y a des recettes que j'ai testées qui ne m'ont pas du tout paru ni performantes ni intéressantes, que je n'ai donc pas mises dedans. Parce que vous comme quoi, par exemple? Je ne m'en souviens plus puisque je ne les ai pas gardées. Mais alors,
Par exemple, on dit, vous pouvez faire de l'aquafaba, c'est-à-dire vous pouvez récupérer le jus de cuisson des pois chiches pour en faire ce qu'on appelle de l'aquafaba, c'est-à-dire un liquide qui va monter en neige comme des œufs en neige. Bon, d'accord. Alors, je vais sur Internet, je regarde, je teste. Ça n'a jamais marché. Alors, donc, moi j'ai testé. Ça marche. Oui, ça marche avec les boîtes. Oui, voilà, exactement. J'allais le dire, j'avais acheté des pois chiches en bocal. Et effectivement, c'est quand on récupère le jus de ce bocal-là, au lieu de le jeter, là, effectivement, ça marche. Ça fait les blancs en neige vegan, quoi. Oui, mais c'est quand même dommage d'être obligé d'acheter. Oui. Alors qu'on est pour du zéro déchet. Donc, le but, c'est d'acheter des pois chiches frais, quoi, secs, oui. De les faire cuire et de récupérer le jus. Sauf que ça a éclaboussé partout. Je n'ai jamais réussi. Alors, il y a peut-être un truc, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Et sur Internet, des gens disaient si, vous pouvez y arriver. Je leur ai envoyé un mot en disant j'ai testé votre recette. Ils ne m'ont jamais répondu. Ça n'a pas marché. Donc, c'est comme les lessives, c'est comme le dentifrice. Vous allez avoir beaucoup de recettes sur Internet, mais il y en a plein qui ne marchent pas. Et d'ailleurs, alors pour les dentifrices, la meilleure recette, c'est quoi? C'est argile bicarbonate. Argile bicarbonate, c'est hyper simple. On prend un bol, on verse 3 cuillères à soupe d'argile. On va mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude. On met de l'eau, on mélange, on obtient une pâte genre fromage blanc. Éventuellement, on met une goutte d'huile essentielle de citron ou de menthe parce que c'est les deux recommandés pour la sphère bucco-dentaire. Et puis, c'est fini. Donc, c'est super. Ça marche très, très bien. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas le fait de l'utiliser tous les jours, par exemple, et qu'il y ait du bicarbonate dedans, c'est dangereux, pas dangereux? Non, c'est pas dangereux du tout. C'est vraiment. Mais ça, c'est pareil. Il y a tellement de choses fausses qui circulent sur Internet. Ça me rend dingue. Le plus dur à vérifier pour moi, ça a été la légende du vinaigre des 4 voleurs. Tapez sur Internet qu'est-ce que c'est, le vinaigre des 4 voleurs. Il y a une légende qui dit que des 4 voleurs se seraient enduits d'une potion magique, enfin spéciale, qui leur aurait permis, pendant la peste de Toulon, je crois, de survivre à la peste. Alors, évidemment, j'ai voulu vérifier. Parce que vous allez sur Internet, vous trouvez du copier-coller partout. Alors, comment on fait pour vérifier? Alors, je suis allée sur Gallica, c'est-à-dire le site de la BNF, Bibliothèque nationale de France, et les livres consultables en ligne. Et j'ai cherché dans un manuscrit du XVIIe siècle et j'ai trouvé la trace d'un historien qui parle de cette légende. Et en fait, ce ne sont pas 4 voleurs, mais 2 assassins. Ça ne se passe pas à Marseille, mais à Toulon ou l'inverse. Je ne sais plus de tête. Et ça ne se passe pas aux dates indiquées. Voilà. Donc, je suis contente et fière d'avoir remonté cette légende et l'histoire de cette légende qui n'est pas la bonne qui circule sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mais ça m'a pris des heures. Voilà. Dans les produits naturels, donc là on a parlé tout à l'heure, là on parle du vinaigre, on a parlé de la pâte dentifrice, le déodorant par exemple, le meilleur déodorant ce serait quoi? Le déo c'est magique. Alors là, pareil, vous voyez, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai inventé cette recette. Je l'ai inventée parce que j'ai compris les caractéristiques des produits. Et quand on comprend les choses, on peut les faire. Mon but n'est pas de donner des recettes pour des recettes. Mon but, c'est d'aider les gens à comprendre ce qu'ils font. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit les 12 vies d'Anna, c'est pour que les gens se comprennent mieux. Mieux on se comprend, plus on est heureux. C'est vraiment très, très important. Donc, je reviens au déodorant, mais tout est lié. On voit bien qu'il y a un lien. Se comprendre soi-même, comprendre la vie, comprendre les choses. Et l'étymologie de comprendre, c'est prendre avec soi-même. Comprendre. Donc, on a besoin de quelque chose d'actif, prendre, le verbe prendre, c'est-à-dire avec la main. C'est pour ça qu'on a tenu à avoir la main ici. Il faut prendre les choses avec soi-même.
pour les comprendre. Il n'y a pas de compréhension sans connaissance active qui passe par le corps. Ça, c'est fondamental. Voilà. Ça, c'est vrai, parce que oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, par exemple, qui se passent sur Internet. Et moi, j'ai observé que quand je faisais une formation en vrai, c'est-à-dire quand j'avais l'occasion de toucher, quand j'avais l'occasion de tester en vrai, j'apprenais beaucoup mieux que quand ça restait un petit peu virtuel, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est les bases de la pédagogie Montessori, de la pédagogie Freinet et de tous les pédagogues qui revendiquent la pédagogie active. Un enfant comprend les maths quand il touche des objets, qu'il assemble, qu'il fait des paquets de 10 et puis qu'il les compte et qu'il compte paquet par paquet. Voilà. Donc, bien entendu que c'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Forgeron, oui. Voilà. C'est pas en regardant une méthode et en écrivant un livre après. Non, il faut le faire. C'est pour ça que dans tous les livres, je fais tout. Les recettes, je les fais. Je teste tout. Alors, qu'en dit la famille, justement, quand Régine teste toutes ses recettes? La famille me regarde d'un air circonspect en me disant oui, on va voir si ça marche. Oui. Et quand ça marche, je dis ouais, bon, d'accord, je vais peut-être m'y mettre. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez converti toute la famille au déodorant naturel? Alors, au déodorant, pas. À la lessive, oui, ça a été un peu dur, je dois dire. Mais bon, voilà. Et alors, comment on le fait on peut avoir la recette du déodorant? On prend un roll-on en verre qu'on va récupérer, on va le stériliser en mettant de l'eau à 70 degrés dedans. Voilà. Une fois qu'il est bien sec, on va mettre dedans, on va commencer par des poudres. Alors, les poudres, c'est quoi? C'est une cuillère à café de bicarbonate, une pointe d'argile dedans. On va mettre de la gomme goire. Pourquoi la gomme goire? Parce que c'est un épaississant à froid. C'est un épaississant végétal à froid tiré d'un arbre. On peut l'acheter en magasin bio. Oui, en pharmacie aussi. Oui, en pharmacie, c'est ça. Donc, on mélange d'abord les poudres. Ensuite, on va couvrir d'eau. Alors, on couvre, mais pas trop, d'eau. On peut prendre soit de l'eau de chaux. L'eau de chaux, c'est une eau qui a une propriété apaisante sur la peau. Mais on peut couvrir un peu de vinaigre et d'eau, tout simplement. D'eau du robinet, en fait, si on n'a pas d'eau de chaux. Oui. Bien, on peut mettre de l'eau de rose. Ça donne déjà envie tout de suite. Voilà. Si on n'a pas mis d'eau florale, on peut ajouter une goutte d'huile essentielle qui va avoir un pouvoir antibactérien, antifongique, etc. Ensuite, on ferme, on secoue. Et c'est fini. Et en secouant, l'émulsion va se faire grâce à la gomme goire. Si on n'a pas de gomme goire, le liquide va rester liquide. Ça va couler. Alors, on peut éventuellement remplacer la gomme goire par de la maïzena, mais le problème, c'est que ça peut devenir pâteux et l'aspect, le texturant, la texture va être moins agréable. Avec la gomme goire, ça marche à tous les coups. C'est génial. Et ça coûte 70 fois moins cher. Quand je dis 70, je pourrais dire 120 fois moins cher qu'un déo du commerce. On le fait quand on veut. C'est aussi simple que ça. Ça marche très, très bien. Alors moi, ma recette, vous allez me dire si j'ai raison de faire ça. Je viens de Tahiti, ça se voit. Et j'ai du monoeil à la maison. Et j'utilise en fait un peu de bicarbonate que je mélange dans du monoeil que je mets au creux de ma main. Et je fais ça et c'est mon déodorant. Ah bah oui, ça marche très bien parce que c'est le bicarbonate aussi qui est le produit actif dans l'histoire. Le bicarbonate et l'argile ont tous les deux les mêmes qualités, c'est-à-dire qu'ils vont absorber et adsorber les odeurs. C'est-à-dire que ça combat l'acidité. Et qu'est-ce qui est responsable, non pas de la transpiration, mais de l'odeur? C'est l'acidité, c'est-à-dire ce qu'on appelle des esters, des molécules acides. Et le bicarbonate et l'argile sont des produits anti-acides. Voilà, c'est QFD. Bon, bah alors j'ai inventé ma recette moi aussi. Bien sûr, ça marche très bien. Et d'ailleurs, c'est vrai que par rapport pour reparler aux déodorants, ils sont extrêmement chers. Donc, si on a un roll-on à la maison, surtout on ne le jette pas, on le garde.
et on teste, on s'offre le tout dernier livre de Régine et puis on s'offre cette recette qui en plus, si on l'enrichit d'eau florale, doit sentir très très bon. Sur les huiles essentielles, on met celles qu'on veut ou il y en a certaines, il vaut mieux éviter? Alors, les huiles essentielles, là encore, il y a des bonnes pratiques. On en met le moins possible, on ne les mélange pas. On prend des huiles essentielles de base, c'est-à-dire de la lavande ou du lavandin pour éviter de détruire la nature. Voilà, tout simplement. Et on en met extrêmement peu. Voilà. Donc c'est tout. On n'est pas obligé de mettre des huiles essentielles, mais si on veut en mettre, on en met juste une goutte, ça suffira largement. Voilà. Bon, ben c'est chouette. Alors, ce livre, on le rappelle, est sorti le 10 juin. Donc, il est disponible chez tous les bons libraires. Qu'est-ce que j'avais noté par rapport à vous? Il y avait tellement de choses. Là, on arrive à la fin de toute façon de la… Ah oui, sur les formations que vous faites et sur les conférences. Donc, vous avez annulé pour cette année 2020 tous les stages et toutes les sorties algues. Voilà. Elles seront reproposées en 2021. La raison en est le Covid. Oui, bien sûr, c'est difficile. Vous avez fait une sortie algue, vous avez vu comment ça se passe. On a besoin de se regrouper. On a besoin de voir, de toucher, de goûter. On a besoin de s'approcher en disant « Ah bon, mais ça, est-ce que ça, c'est de la Laurentia? Vous en êtes sûr ?» Alors, il faut venir regarder, oui, est-ce que c'est de la Laurentia ou est-ce que c'est la petite Lomantaria? Bon, elles sont tellement petites, ces algues-là, qu'il faut les regarder de près. On va forcément être dans la proximité. Donc, j'ai trouvé ça dommage. Et comme je le dis en ce moment, je préfère regretter d'avoir annulé plutôt que de regretter de ne pas avoir annulé. Oui, et encore une fois, puisqu'on est dans la précaution et dans la prévenance de l'autre, prenons soin des uns des autres. C'est la raison pour laquelle je ne prends pas de risque. Et je n'en fais pas prendre. Ok. Et en revanche, est-ce qu'il y a des conférences prévues cette année? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y avait des conférences prévues qui ont été annulées. Il y avait des salons prévus qui ont été annulés. Une formation qui a été annulée. Bon, ben, pendant ce temps-là, je fais mon jardin. Et alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il y a toujours un manuscrit en préparation. Il y en a deux. Donc, en cours et il y a des projets pour 2021. Donc voilà. On peut avoir la primeur déjà ou ça reste encore secret? Oh, je ne vais pas le dire. Pour l'instant, je ne vais pas le dire. D'accord. C'est un peu trop tôt pour le dire. On refera une autre émission alors quand les livres sortiront. En tout cas, Régine, vraiment un grand merci, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de vous rencontrer sur Zoom. La prochaine fois, qui sait, parce que je l'ai pas signalé en début d'interview, mais vous êtes en fait dans le département voisin, vous êtes en Bretagne, vous êtes dans le 22, dans les côtes d'Armor. J'allais dire les côtes du Nord, mais les côtes d'Armor. Et donc, qui sait, on se verra peut-être ou dans le Finistère ou dans le département voisin. Je vous embrasse et merci encore, à moins que vous ayez encore un petit message à transmettre. Oui, juste un tout petit truc. Si des gens veulent plus d'infos sur les algues, la réglementation, comment faire, etc., vous allez sur le site foodalgue.bzh, F-O-O-D, foodalgue, voilà. Et sinon, vous allez sur mon site, reginekeba.fr, vous pouvez vous abonner à ma lettre de la liste de diffusion et vous aurez toutes les infos, toutes les nouveautés, toutes les actualités. Voilà. Et je mettrai tous ces liens de toute façon sous la vidéo, ça sera disponible, donc comme ça les gens n'auront plus qu'à cliquer dessus. Merci encore, Régine. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt.